Alors, on me dit, est-ce que le fait que tout ça soit dévoilé maintenant n'est pas voulu? Ne veut-on pas provoquer maintenant une rébellion mondiale? Tiens. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, là, ça me fait marrer, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà... Je me suis posé la question, peut-être dans des termes un tout petit peu différents, en me disant, s'il y a un groupe de philosophes qui analysent la situation humaine actuelle, et est-ce que parmi eux, il n'y aurait pas des gens qui se diraient, voilà, on va mettre en place tous les éléments pour provoquer un grand génocide mondial, pour provoquer une crise monstrueuse, et si ces gens valent la peine, ils lèveront la tête. Et là, ça vaut le coup à ce moment-là, ça vaut le coup qu'on se mette avec eux et qu'on lance une humanité sur une nouvelle voie. Mais s'il n'y en a aucun s'il n'y a pas un peuple qui relève la tête, eh ben, c'est qu'il ne valent pas la peine de continuer. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça qui pensent comme ça parmi eux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que en même temps, ils laissent beaucoup de soupapes. Moi, j'en suis une. Tout à l'heure, vous citiez Pierre Hillard. Mais il y en a en Angleterre, Alex Jones, Daniel Estulin, et puis dans tous les pays du monde. Parce que faut pas croire que c'est un phénomène dont on parle ici, on en parle beaucoup en Russie, on en parle beaucoup en Inde. Est-ce qu'on n'est pas quand même en pointe en France? Ah, puis pas du tout, on est en retard surtout. On est en retard surtout. Les Français, c'est les plus arriérés de tous. Ah bon? Moi, quand j'ai débarqué, quand je parlais du club Bilderberg en Espagne, on va dire que sur 10 personnes, j'en avais 3 qui savaient à peu près de quoi je parlais. Et 7 qui me disaient que j'étais fou. À la même époque, j'en parlais en France, c'était 10 sur 10 qui me prenaient pour un fou. Ah ouais, mais ça a changé cette stat-là aujourd'hui. Oui, mais les Français sont encore très... Moi, je vais pratiquement jamais sur Internet français, parce qu'il y a encore presque rien. Pourtant, il y a de nombreux... je sais pas, il y a... Le Français a toujours cette impression qu'il est supérieur. C'est fini, la supériorité de la France, elle est morte. Non, la supériorité, pas supériorité, mais la France, il y a, je sais pas, en production, par exemple, intellectuelle, il y a autant de production... Jusqu'aux années 80, oui, la France a produit des oui, mais là, justement, les intellectuels dissidents, je sais pas, puisque, par exemple, moi, je prends l'exemple de cette émission, on reçoit voilà, des gens quasiment tous les soirs. Tous les gens, ben, ce sont, comme vous, des gens qui ont écrit des livres, etc. Donc mais très tardivement. Très très tardivement. Oui, mais la France, elle se réveille toujours après. Tout ce que toutes les nouvelles, etc., que j'ai en France qui se relient au nouvel ordre mondial, puisque c'est le terme générique qu'on utilise pour parler de tout ça, ça commence à 2010, à peu près. Alors que, par exemple, la démosophie, c'était écrit en 2006. Donc, Daniel Estulin, c'était sorti en 2004, le groupe Bilderberg. Donc, je vous dis, la France est... Enfin, moi, je le vois très en retard dans... Mais est-ce qu'elle n'a pas rattrapé? Parce que moi, le nombre de livres que je vois qui sont sortis en France, je ne sais pas s'il y a un équivalent en Europe, quoi. En nombre de livres, hein, je dis bien, en nombre d'ouvrages, le nombre de personnalités aussi, quoi. Oui. Moi, je ne connais pas grand monde en France. Ça fait pas très longtemps que je suis revenu. Je vois une personne qui connaît vraiment très bien le sujet, c'est Pierre Hillard, vous en parliez. C'est quelqu'un qui connaît le sujet et qui en géopolitique est réellement pointu. Il a une compréhension réelle, complète. En revanche, il est... Pardon, hein, c'est une alie, je ne me gêne pas pour parler de lui de cette façon, c'est une impression personnelle encore une fois, mais j'ai l'impression personnellement qu'il passe à travers ses analyses, à travers un certain filtre religieux qui l'amène à des conclusions qui ne sont pas toujours justes. Et je l'ai entendu parfois faire des conclusions qui l'amènent à une certaine considération, par exemple, envers le judaïsme, Là, par contre, je trouve que l'interprétation n'est pas juste. Autant son analyse, elle est toujours juste, autant son interprétation ensuite ne me convainc pas. Elle ne me convient pas pour une autre raison, c'est que j'ai lu les mêmes livres, certainement que lui, et je retrouve trop clairement une tendance très forte. Ce livre, il s'appelle « La conspiration de Sion », écrit par Douglas Reed, et c'est un livre qui lui-même est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il est fait, il est profondément catholique, chrétien, profondément haineux du judaïsme, et il l'exprime d'une certaine façon avec toute une démonstration qui peut convaincre quelqu'un qui est déjà chrétien. En revanche, ce que j'aurais préféré personnellement, c'est que si on veut prendre ça comme modèle, ce livre, ce fameux... C'est un gros ouvrage, il fait 700 ou 800 pages. Donc si on veut prendre ce livre comme modèle, alors qu'on lui oppose en face une défense juste
d'un théologien juif. Et là, on aura un droit de pouvoir analyser de manière équilibrée. Mais de prendre un livre aussi tendancieux comme référence, les livres trop tendancieux m'appellent à dire je voudrais entendre l'autre partie. Je ne peux pas me convaincre d'une seule, je veux entendre l'autre partie. Alors, on me dit aussi, le peuple français est très cultivé, voire trop cultivé, donc dangereux, donc on détruit l'éducation. C'était vrai jusqu'aux années 60-70. Mais dès 70, les programmes destinés à détruire l'éducation nationale ont commencé à être mis en place. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais je parle avec des jeunes, vous leur demandez les choses les plus simples, ils ne le savent pas. Et c'est normal, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas être éduqués, ils ne peuvent pas être cultivés, c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un professeur de français à qui un élève demande comment je commence ma dissertation. Qu'est-ce que lui répond le professeur de français à votre avis? Il aurait dit, écoute, tu commences par faire un brainstorming. Oh, ça commence. Voilà, un professeur de français qui répond ça. Mais sérieux. Ouais. Ah, ça fait presque que blague. Non, et puis, quand je regarde des fois certains devoirs, etc., ça n'a même pas de sens qu'ils apprennent, que ce soit en mathématiques, que ce soit... Ils emploient des faux termes. On parle de géographie, on leur enseigne autre chose dans la géographie, on leur parle d'histoire, on leur enseigne autre chose dans l'histoire. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas un môme qui peut... Et tout ce qui a de l'importance leur est complètement nié. Par exemple, il y a quelques grands hommes dans notre histoire. Bon, je peux parler des grands philosophes, je peux parler... Mais là, on parle de science surtout. Or, dans la science, il y a deux noms qu'on ne peut pas nier, c'est Boscovitch et Poligny. Et je pourrais vous dire que 99% des mômes de 20 ans qui ont le bac savent ni qui est Boscovitch, ni qui est Poligny. Et c'est gravissime. Alors après... faut attendre que le môme arrive en terminale pour qu'il commence à savoir qu'il y a un type un beau jour qui a dit je pense donc je suis, que c'était les bases fondamentales à partir de laquelle il y a tout le développement des sciences, etc. qui a suivi et puis que ça a fait réflexionner pratiquement tout le monde occidental. Bon, mais il faut attendre d'être en terminale pour ça. Moi je l'ai appris quand j'étais en 6e. Ouais. Le niveau est gravissime. Le niveau est gravissime. Et il l'est à tous les niveaux parce que ensuite, c'est le même schéma. On essaye de les orienter avec de plus en plus de divisions. Il y a une époque où le bac, c'était mathématiques ou littéraire. Point. Puis ensuite, ça a commencé, puis de plus en plus. Et puis aujourd'hui, il y en a tellement que ça n'a plus aucun sens que le môme, il a son bac, il ne sait pas pourquoi. Ça ne gère à rien, ça l'emmerde. Mais il est obligé de l'avoir parce que sans le bac, il ne fera pas autre chose. Et en fait, c'est un système de chantage destiné à ce que les parents gardent leurs enfants le plus tard possible. Et si vous prenez l'histoire humaine, les mômes à 12, 13, 14 ans sont tous en activité, tous en train de travailler. Si vous prenez aujourd'hui la plupart des grands patrons de société et tout, ils ont tous commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans. Ils n'ont pas été faire des études. Et l'histoire humaine a toujours fonctionné comme ça. À la fin de l'adolescence correspond au début de l'âge adulte. Et le début de l'âge adulte, on travaille. D'une manière ou d'une autre. Certains se lancent dans un type d'études, la plupart du temps, avec un aspect pratique. C'était les médecins, c'était les branches comme celle-là. Et on se spécialisait au fur et à mesure. Aujourd'hui, on fait en sorte qu'on ne les inscrit pas au chômage, ils restent étudiants, on les incite à faire les études les plus larges possibles. Un truc qui dure 3 mois, on arrive à l'étaler sur 5 ans. Et pendant ce temps-là, les parents payent. Ce qui fait que les mômes restent jusqu'à 20, 25 ans, voire 30 ans même, jusqu'à cet âge-là, sans pouvoir créer de famille, sans pouvoir s'installer socialement, ni rien. Ils sont hébergés par les parents, la plupart du temps, ou soutenus par les parents d'une manière ou d'une autre, donc on appauvrit tout l'ensemble d'une famille. Pendant ce temps-là, il ne produit rien. À 30 ans, il a enfin le diplôme, etc., mais il n'a pas l'expérience, donc il a le droit juste de se retrouver caissier Carrefour, ou dans un petit métier de merde en attendant que son diplôme. Et puis quand il arrive à 35, 38 ans, il commence déjà à être vieux là, pour le travail. Hein. Il approche la quarantaine, c'est fini, là il n'y a plus de travail. Donc quand est-ce qu'il y a une vie réelle? Il n'y a plus de vie. Et puis la plupart des gens, aujourd'hui, travaillent pour manger. Ne travaillent pas pour faire ce qui leur plaît.
Donc quand on se résout à accepter un emploi uniquement pour bouffer, c'est une négation de la vie, complètement. Et donc ils ont créé un système comme celui-là. Et je vois les études, par exemple, en médecine, où maintenant ils ont réussi à les prolonger de telle manière que celui qui était médecin en 3-4 ans auparavant, et avec en plus de la pratique, maintenant il lui faut 7 ans que de la théorie. Et un tout petit peu de pratique après. Pour en savoir beaucoup moins. Parce que j'ai récemment eu un contact avec un chirurgien spécialisé dans la colonne vertébrale, et je lui ai fait lire un bouquin d'un chirurgien renommé des années 50. Et le type m'a dit, mais on n'en sait pas autant. On est en 2014, en lisant le niveau de chirurgie d'un livre écrit donc en 1950, aujourd'hui en 2014, il dit, aujourd'hui on n'en sait pas autant. C'est pas normal. Ah non, c'est pas normal, ouais. Alors, quand vous examinez maintenant comment fonctionne la médecine est devenue comme des fonctionnaires, à savoir que le médecin maintenant, il a un protocole juridique. Est-ce que c'est ça la médecine? Normalement, dans le temps, la médecine, c'était se dévouer à son prochain, et éthiquement parlant, on a ce serment d'Hippocrate qui fait que c'est une mentalité, c'est un esprit, c'est un choix dans la vie. Je me sacrifie pour l'autre. On me téléphone à 2h du matin, ma femme est en train d'accoucher, ben j'arrive. Point, je réfléchis pas. Et puis je fais ce qu'il faut pour le bien. Et ça, c'est mon engagement. Aujourd'hui, le médecin n'a plus cet engagement. Aujourd'hui, il doit signer un document comme quoi il s'engage à respecter le protocole exigé par le laboratoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juridique. Vous arrivez avec des symptômes comme quoi vous devez vous moucher 3 fois par jour, donc vous avez une grippe, donc je vous donne tant d'antibiotiques, tant de trucs, tant de machin. Si je ne le fais pas, je suis attaquable juridiquement. Et ça, très peu de gens savent que ça veut dire que fonctionne comme ça. vraiment le pouvoir est dans les mains des laboratoires, ceux qui décident. Mais complètement. Parce que entre les deux, il y a un politicien qui accepte de faire la loi. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a le mec qui accepte de faire la loi. Qui est le même qui donne 7 € par vaccin que le médecin arrive à refiler au patient. Parce qu'il faut savoir que le médecin touche sa commission à chaque vaccin qu'il arrive à refiler. Ah oui, ça c'est bien de le savoir. Mais il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Ouais, bah oui, mais c'est bien de le dire. Donc les médecins touchent des commissions, bien évidemment, sûr, donc sur les bien vaccins. sûr. Plus tout ce qui touche au noir discrètement. Ah oui, des voyages à Marrakech. Oui, mais alors ça se fait par étude par les pharmacies, ou combien d'antibiotiques il a réussi à passer cette année, etc. Ils comparent entre eux, etc. D'accord, ils font des stats. Alors, bien sûr. Alors c'est devenu des commerciaux, quoi. C'est des VRP, les VRP des laboratoires. Ce ne sont plus que ça. C'est pas de la médecine, quoi. Non. Alors, beaucoup d'entre eux sont, au départ, orientés vers la médecine, la vraie, et puis ils sont déviés petit à petit, malgré eux. Et souvent, c'est seulement quand ils ont 40-50 ans qu'ils reprennent le dessus, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés, etc. Ça a été le cas de Ghislaine Langto, qui est un cas fameux, connu dans le monde entier, puisqu'elle a écrit ce bouquin en parlant de la mafia médicale, donc, qui a fait le tour du monde, mais c'est le cas aussi de nombreux médecins. Et vous avez en France des médecins aujourd'hui qui disent, bon, le protocole officiel, il ne fonctionne pas, moi je guéris mon patient, tant pis. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est dans un monde aujourd'hui où si vous et moi, demain, on rentre dans une école et qu'on étudie une branche, biologie par exemple, pendant 5 ans, on suit les mêmes cours, tous les deux. On va suivre exactement les mêmes cours, on va apprendre les mêmes choses, etc. Et au bout de 5 ans, on a exactement le même savoir. Seulement vous avez une tête qui lui plaît à l'examineur, et moi, ma tête, elle ne lui revient pas. Et on va passer l'examen, et à vous, il va vous donner le diplôme, et à moi, il ne me le donne pas. Qui de nous deux est qualifié? On est qualifié pareil, sauf que vous avez le papier qui dit que vous êtes qualifié. C'est tout, c'est juste une question d'un papier. Alors, quand vous avez été médecin, et que vous êtes officiellement qualifié avec ce bout de papier, on vous le garde sous contrôle, et sous condition que vous suiviez bien les indications qu'on vous a données. C'est-à-dire que c'est le contrôle permanent, on vous tient en permanence. Et pour ça, c'est toujours lié aux francs-maçons, on a le contrôle des institutions qui vous surveillent, qui vous contrôlent. Conseil de l'ordre, c'est ça ? Conseil de l'ordre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas mal de médecins français, j'en connais plusieurs, qui, en soignant leurs patients, ont refusé les protocoles officiels,
et ont vraiment soigné leurs patients. Ils ont été attaqués en justice, et comme le président du Conseil de l'Ordre automatiquement est franc-maçon, donc automatiquement il est ami avec le procureur qui est aussi franc-maçon, avec l'avocat, etc. Et à chaque fois, la justice condamne le mec, on lui retire son diplôme et il n'a plus le droit d'exercer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Avant que la décision de justice intervienne, il prend son diplôme sous le bras, il va dans un autre pays, il le fait légaliser et il travaille dans un autre pays. Et vous avez plein de médecins français qui travaillent actuellement à l'étranger. Parce qu'ils étaient obligés de fuir la France, parce que justement ils étaient pris en délit de guérir, qui devient un délit. Par contre, s'il suit le protocole, et que ce protocole, on va prendre un exemple tout bête, vous prenez une maladie qui rapporte énormément d'argent. C'est rien du tout, c'est les douleurs de dos. Donc les fameux disques, et les hernies discales, et tout ce qui suit. Bon, ça rapporte, premier traitement, c'est les antalgiques classiques. Ensuite, on passe à l'opium, du style d'alamine et autres. Ensuite, on passe à la morphine. Donc, on est dans les médicaments qui commencent à être de haut niveau, qui commencent à être chers, c'est des gros traitements lourds, souvent c'est hospitalisation, des scanners, des radios en pagaille, des IRM, etc. Et puis, on sait que cette maladie-là ne passera jamais. Ça se déclare à 40 ans ou 45 ans, les premiers symptômes, et toute sa vie, ça va être des doses massives de calmants, etc. Sans compter que le mec, il souffre des trucs horribles, malgré les calmants. Grosso modo, chaque patient, c'est 5 000 € dans la poche de tous ces traitements. Bon, vous avez quelques médecins français qui acceptent d'appliquer un protocole de guérison. Mais ils sont extrêmement mal vus, ils sont attaqués en justice, etc. Le protocole de guérison, c'est le sérum de Quinton. Ça fonctionne à 100%, et ça permet de soigner, c'est-à-dire de réhydrater le disque pour qu'il reprenne sa forme. Seulement, c'est interdit. C'est pas légal, ils n'ont pas le droit. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit surtout pas parler de ça, il doit faire comme s'il ne savait pas, et beaucoup ne savent même pas que ça existe, et simplement, ils appliquent le protocole. Donc, ils donnent à tout va des anti-inflammatoires, etc., qui aggravent la situation, qui calment un peu la douleur sur place, et puis qui l'aggravent, et puis dans 6 mois, il recommence, et puis c'est de plus en plus, et puis ça va être toute sa vie. Donc, calculez ensuite le million de gens dans tous les pays du monde qui sont atteints de ce genre de problème, parce que c'est un problème qui est énorme, puisque maintenant on ne vit plus à l'époque du Moyen-Âge à marcher autant et tout ça, donc ce problème se développe de plus en plus avec les gens et le sédentarisme, et puis vous avez une fortune qui rentre dans la poche des laboratoires. Et donc le protocole exige qu'on ne guérisse pas. Et ceux qui essayent de guérir et qui voudraient appliquer le sérum de Quinton, ils sont illégaux. C'est un monde qui marche un peu sur la tête, quoi. Oui, mais je peux vous en citer des quantités. Et parlons du cancer. Il y a 3 ou 4 vaccins du cancer, et puis ils ne sont même pas connus en France. Il y a eu un mot un jour d'un tout petit journal français, mais qui sont complètement inconnus en France. Il y a des traitements pour le cancer en quantité. Et puis c'est pareil, c'est surtout pas, il faut que les gens continuent à mourir en coûtant un maximum. On vous parle de trous à la sécurité sociale. Ouais, parce que tout ça, c'est les États qui payent in fine. Donc, mais tout ça, c'est des mensonges énormes. Tout. Parce que quand on va chez le médecin et qu'il nous fait une liste de courses avec des médicaments, parce que c'est vrai qu'ils abusent. Moi-même, quand je vais chez le médecin, voilà, des fois pour un petit truc, il te fait une liste comme ça, je me dis mais j'ai pas besoin de tout ça, moi. Et je voulais juste. Et je vois bien qu'il y a ce côté, voilà, il faut absolument prescrire, mais tout ça c'est payé en plus avec l'argent de la Sécu, donc c'est l'argent commun, quoi. Ouais. Et puis l'argent de la Sécu, c'est des gens en haut qui dirigent comment est géré cet argent. Ce sont les gens qui prennent les décisions d'acheter le Tamiflu, par exemple. Ouais. Donc d'acheter des quantités monstrueuses de vaccins qui ne vont pas se vendre ou qui ne vont pas être utilisés, et puis qu'ensuite on va refiler aux Africains. Mais en attendant, ils l'ont dépensé l'argent, et ça fait partie du trou. Et il y aurait tellement à dire sur la Sécu, et il n'y a pas de trou, c'est faux. Et en fait, on a une Sécu qui devrait fonctionner complètement à l'envers et faire presque des bénéfices et baisser toutes les charges sociales de tout le monde, parce qu'en fait, on dépense beaucoup trop d'argent qui part complètement en fumée. Mais revenons plutôt sur l'aspect médecine à la base. Ouais. À la base, il y a une chose intéressante, c'est le concept initial qui a été découvert par des médecins français d'ailleurs en Afrique, qui ont constaté que les soldats ou les gens qui avaient attrapé la syphilis n'attrapaient pas la malaria. Ça a été un des premiers constats qui a été fait, et ils ont trouvé ça étrange. Aucun rapport entre les deux, et pourtant ceux qui ont eu la syphilis, ils n'attrapent pas la malaria. Alors, là-dessus, on a découvert le concept de
du système d'immunité naturelle, donc du système de défense naturelle de l'homme. Et puis, deux concepts se sont opposés, donc Pasteur d'un côté, Quinton de l'autre. Pasteur, Pasteur avait été sincère complètement, hein, et cherchait la bactérie qui rentre dans le corps, etc. Et puis Quinton disait, c'est pas la peine d'aller chercher la bactérie, il suffit de remonter les défenses générales du corps, et il combattra n'importe quelle bactérie. Donc ces deux concepts se sont opposés en médecine au départ, et puis forcément, les laboratoires ont financé Pasteur et n'ont pas financé Quinton, parce que de l'eau de mer, ça coûte rien. Ouais. Ça coûte rien. Or, Quinton, si on regarde les vidéos de Quinton, etc., a eu 10 000 fois plus de résultats que Pasteur. Et pourtant, on n'en parle presque pas. Il est inconnu, Quinton. Il est pratiquement inconnu. Et pourtant, son traitement continue d'être exploité au maximum par tous les gens. Et il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans les années 70 ou 80, en Espagne, ils ont refait le test de Quinton en l'appliquant sur des chiens. Ils ont transfusé complètement des chiens en leur remplaçant complètement le sang par de l'eau de mer. Et le chien a retrouvé une santé extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hôpitaux, et c'est caché, on ne le dit pas, ils ont du sérum de Quinton. Ah ouais, ils l'utilisent sur les témoins de Jéhovah. D'accord, oui, qui refusent les transfusions. Parce qu'ils refusent les transfusions sanguines. Donc à eux, on leur injecte du sérum de Quinton. D'accord. Or, le sérum de Quinton, c'est l'eau de mer, mais préparée d'une certaine façon. Et cette eau de mer est exactement la composition du sang. Ce qui fait qu'on transfuse de l'eau de mer, et en quelques heures après, c'est du sang. Sauf qu'en plus, c'est un sang complètement naturel, ça revivifie complètement l'organisme. Ouais, c'est ce qu'explique Quinton, c'est incroyable d'ailleurs. Alors, on me dit, que pense l'invité sur le chlorure de magnésium et l'homéopathie? Bon, le chlorure de magnésium, c'est un... Beaucoup le considèrent un peu comme une panacée, c'est-à-dire... Et puis, il y a une mode en ce moment assez importante, parce qu'il y a eu quelques chercheurs qui pensent que le chlorure de magnésium peut soigner l'Ebola. Comme dans pas mal de cas, ça a été démontré que ça a soigné le sida. Moi, j'ai pas connaissance directe de patients traités, et donc j'ai que ce que j'ai lu, j'ai que les informations que j'ai. Je sais que c'est bien et qu'il ne faut pas en abuser. Je sais qu'effectivement, il y a pas mal de maladies, je crois qu'on s'en sert aussi dans le cas de la rage. Donc, c'est de toute façon un de ces produits forts pour remonter le système immunitaire d'une personne, et donc ça participe d'un plus. Mais par contre, puisqu'on parle d'Ebola et de sida, j'ai appris il n'y a pas longtemps que le fameux Ebola... Alors, le fameux Ebola, parce que ça, c'est un scoop. Alors, accrochez-vous là. Il y a beaucoup de gens, surtout des médecins proches de leur fin de vie et dans différents pays du monde, qui admettent avoir introduit ou avoir vacciné volontairement des populations en sachant qu'ils vaccinaient soi-disant pour une maladie, et qu'en réalité, dans le vaccin, il y avait un virus pour éliminer toute une population gênante, etc. Et que les Africains ont toujours été les premières victimes, les premiers cobayes. Et puis surtout qu'ils ont géré des populations africaines de cette façon. Ils ont fait disparaître des ethnies entières de cette manière, en soi-disant les protégeant par des vaccins, et en réalité en leur inoculant des saloperies. Alors, on dit que c'est ce qui s'est passé avec le sida, qui serait sorti des laboratoires américains, mais on le dit surtout beaucoup maintenant de l'Ebola, et ceux qui cherchent auraient découvert récemment, suite à une obligation d'un médecin dont la fille a été atteinte, il a obtenu d'un juge que les résultats de laboratoire soient exposés, et que tout ce qui avait été caché durant ces 30 dernières années apparaisse au jour, etc. Enfin, il a obtenu un droit d'accès aux archives, etc. Et il ressortirait de cela que l'Ebola est un virus patenté, breveté. Et on trouve des sites maintenant où apparaissent la fiche avec le numéro de brevet, etc. Or, on ne peut pas breveter quelque chose de vivant. On ne peut pas breveter un virus ou une bactérie qu'on découvre.
On ne peut breveter que ce qu'on fabrique. D'accord ? Et les propriétaires de la patente se trouvent être une société créée entre Monsanto et Bill Gates. Et de quoi se poser de très grosses questions quand on sait que Bill Gates, soi-disant pour faire du bien aux Africains, finance des très grosses campagnes de vaccination. Or, la vaccination est... Bon, il n'y a qu'à lire tout ce qu'il y a à lire sur les vaccins, mais la vaccination, on va dire que tous les médecins qui sont censés vaccinent leurs patients et jamais leur famille. On me dit l'Ebola a fait moins de morts pour le moment qu'une grippe hivernale en France. Ouais, mais en Afrique, ça fait beaucoup. Non, mais les comparaisons, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Et puis, de toute façon, l'Afrique a un problème qui est... Moi, je vois les choses toujours de la même manière, à savoir, occupons-nous de chez nous d'abord. Donc, s'occuper de chez soi d'abord, c'est déjà laisser les Africains libres. Or, pour l'instant, on exige, pour notre confort et pour que nos enfants aient un gros beefsteak dans l'assiette, on exige que 50 petits noirs descendent au fond d'une mine et qu'on leur donne 20 € par mois pour le faire et qu'ils crèvent à 14 ans, etc. Et tout ça pour que mes enfants aient un beefsteak énorme. Ouais, et puis un beau portable. Moi, je préfère que mes enfants ne mangent pas de beefsteak et qu'on arrête d'aller exploiter là-bas. Et on exploite en plus de manière absolument dégoûtante. C'est-à-dire non seulement en détruisant des ethnies par des médicaments, par des faux vaccins, etc., mais on exploite aussi avec des militaires, on exploite aussi avec toute la corruption qu'on sait utiliser. Parce que si vous regardez bien, tout le système mafieux des gouvernements des pays qu'on contrôle, c'est exclusivement des francs-maçons. Tous. Oui. En Afrique, c'est... Alors là, et à chaque fois qu'on a une grosse pourriture chez nous, et qu'il faut discrètement l'évacuer, elle se retrouve là-bas. Ouais. Dans le temps, c'était au Venezuela, maintenant c'est en Afrique. Ouais. Alors là, il y a 2-3 ans, le général de l'armée française, 5 étoiles, Légion d'honneur et tout, qui a été condamné pour pédophilie sur des petits bébés de plusieurs mois. Il a été condamné quand même par la justice. Là, il ne pouvait pas faire autrement, puisque c'est Interpol Autriche qui avait lancé l'enquête et exigé que la justice française intervienne. Donc ils étaient obligés de le faire passer en justice. Donc il a été condamné à 1 € de dommages et intérêts. Et il a été nommé garde du corps et chef de la sécurité d'un président, je ne sais plus, c'est Côte d'Ivoire ou Congo ou Sénégal. Enfin. Et donc maintenant, il est le responsable de la sécurité là-bas. Et voilà, notre monde fonctionne comme ça. Un franc-maçon se protège en matière de justice. Vous ne trouverez pas un dossier de franc-maçon sans qu'il soit marqué. Il est marqué par les petits symboles qui se font entre eux pour se reconnaître. Et donc le dossier n'est jamais traité de la même façon qu'un autre. Avec les petites croix, on sait qu'il y a des pièces. Il y a des pièces qu'il faut enlever pour faciliter les choses, d'autres des faux témoignages qu'on rajoute. Enfin, et donc c'est vraiment une mafia. Une mafia en col blanc, une mafia installée essentiellement dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie, et puis qui a essayé, et rappelez-vous les affaires des années 1930-1940, où la franc-maçonnerie a voulu prendre le contrôle total de l'armée française, etc., pour prendre tous les officiers, etc. Bon, ça a fait scandale à l'époque, ils n'ont pas pu le faire, mais entre-temps, ils ont repris du grade, et donc ils occupent énormément des plus hauts grades de l'armée française. Eh ben, on va en reparler de tout ça de toute façon après, parce qu'il y a encore des questions. Est-ce que la régie est prête? La régie, elle est toujours prête. Eh ben, on fait la pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Vous avez vu la petite pause, on me dit c'est du lycra. Bah dis donc, vous allez finir mal. Alors Eric, pour cette dernière partie, on a dit qu'on allait aborder justement le grand projet, parce que tu as lancé un appel aux Français. Donc c'est le titre aussi de ton ouvrage. Et dans cet appel aux Français, alors moi j'ai vu la vidéo bien sûr, comme beaucoup de gens, j'ai compris ce que je te disais tout à l'heure en antenne, c'est-à-dire pour moi ça ressemble à un coup d'état citoyen, bien que je sais que l'expression est un oxymore en soi, puisque les citoyens ne peuvent pas faire un coup d'état puisque reprenant leur propre pouvoir. Hein. Donc, mais j'appelle ça coup d'état citoyen au sens où un renversement en fait et c'est une façon un peu, j'ai envie de dire, presque pacifique, à la fois pacifique et efficace, de changer les choses. Voilà. Mais disons que si vous voulez, moi, ce qui est important, vous avez commencé cette émission en disant que je suis un kidam.
comme tout le monde, un simple citoyen, et c'est bien le cas. Or, ça fait quand même 40 ans que je suis témoin de, chaque fois que j'ouvre mon journal, la corruption des politiciens, les affaires sales, les meurtres inexpliqués, je ne vous parle pas de la quantité de suicidés, entre guillemets, de gens qui ont été suicidés, qui ont été accidentés. Bon, on peut remonter à la tuerie d'Auriol et on peut finir avec les affaires de Sarkozy, et puis celle actuelle encore, et Cahuzac il n'y a pas longtemps. Et bon, et les 20 milliards d'euros découverts dans les paradis fiscaux, etc. Bon. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Alors là, je vois les Français qui se réveillent un petit peu. Après les autres, d'accord, avec beaucoup moins d'informations, peu de gens qui connaissent vraiment le fond des choses, mais bon, ça fait plaisir. Et là, la France, en plus, elle a un prestige international qui est vieux, qui est plus mérité, mais qui existe toujours. Et la langue française qui est en train de se détruire, on est en train d'assister à la destruction et à la mort de la France en tant que France. Alors je me dis peut-être les Français sont capables d'une réaction. Peut-être que c'est le peuple qui, plus que tout autre, est capable de cette réaction. Et surtout, comment dirais-je, quand les Islandais ont viré leurs politiciens, mis leurs banquiers en prison, etc., ça n'a pas fait un remue-ménage international, parce que c'est un petit peuple, c'est un petit pays, on n'en parle pas beaucoup, etc. Mais si la France faisait ça, c'est un rayonnement mondial, c'est l'effondrement de la franc-maçonnerie et des républiques. Et donc ce sont des peuples qui retrouvent leur liberté, qui peuvent tout recréer. Or moi, ça fait 40 ans que je vois les journalistes dénoncer tout ce qui se passe, que je vois des gens maintenant, depuis quelques années, là, beaucoup qui dénoncent dans la médecine, d'autres qui dénoncent dans l'éducation nationale. Bon, ben c'est bien, c'est très bien, mais on ne va pas passer notre vie à dénoncer. Tout le monde ne fait que cela. Alors il y a 1 an et demi de cela, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, bon, j'espère qu'il y a quelqu'un parmi tous ces gens-là qui sont un petit peu publics, un petit peu connus, qui va déclencher quelque chose de concret. Parce que ça ne sert à rien de pleurer, on ne va pas pleurer toute notre vie. Un jour, il faut dire, bon, je fais quelque chose. Prendre une initiative, voilà. Et puis je vois que ça bouge pas, que ça bouge pas, que ça bouge pas. Et puis à la fin, je me suis dit, tant pis, si c'est moi qui vais me mettre en avant et il faut que quelqu'un bouge. Donc j'ai lancé une vidéo en disant, voilà, faisons quelque chose concrètement. Tout le monde sait que par les élections, c'est impossible, c'est logique, puisque de toute façon, eux-mêmes, leurs propres écrits, ils le disent, on a instauré la République pour avoir le pouvoir une fois pour toutes et qu'il ne puisse jamais être remis en question. Donc, impossible par les élections. Qu'est-ce qui reste? Mais il ne reste rien d'autre. Alors la guerre, on ne peut pas espérer qu'un pays voisin vienne nous attaquer pour nous débarrasser de nos politiciens, ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste que simplement on est des êtres humains, qu'on est capable d'avoir des couilles au cul, pardon pour le terme, de lever la tête et puis de se dire, voilà, notre pays peut reprendre sa destinée en main, peut dire à l'EDF c'est nationalisé, on n'augmente pas les tarifs, peut dire au pétrole c'est nationalisé, on n'augmente pas les tarifs, et en plus on crée un institut pour le développement de l'énergie libre, parce que c'est pas normal que les frères Soldi, ça fait 20 ans qu'en Argentine ils ont mis au point des moteurs qui fonctionnent moitié essence, moitié eau, donc qui consomment beaucoup moins, les moteurs durent plus longtemps, sont plus solides, et réagissent mieux, au point qu'ils s'en servent dans les autobus, c'est-à-dire les transports en commun. Bon, ça fait 20 ans. Et puis il y a des paysans dans le nord de la France qui se sont réunis ensemble, qui font marcher leurs tracteurs moitié essence, moitié eau. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un institut qui étudierait tous les moteurs à énergie libre et qui, même si c'est pas 100% à l'eau, même si on n'obtient que 50-50, mais ça fait de l'essence à 75 centimes au lieu d'1,50 €. Alors, faisons les choses. Et faire les choses, ça veut dire qu'il faut les imposer. C'est-à-dire qu'il faut virer la caste qui détient le pouvoir et agir concrètement. Pour cela, il fallait 2 choses. Il fallait d'abord que ce soit un anonyme qui lance cet appel. Parce que si c'est une personnalité connue, immédiatement, je vois un tas de gens derrière l'écran qui vont se dire « Ah, mais bon, lui, il est en train d'essayer de se caser. Il est en train de réaliser ses ambitions. » Mais je crois qu'il faut que chaque personne qui nous suive en ce moment se dise « Voilà, c'est fini de suivre quelqu'un. Soyez vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Vous avez besoin de personne. » Donc il n'y a pas à suivre quelqu'un, il n'y a pas à voter pour quelqu'un. Votons pour une idée, pour un concept.
Et ça vaut la peine. Donc si on a un concept qui est incompréhensible, qui n'a aucune logique et qui a démontré de manière absolue qu'il ne fonctionnait pas, est-ce que nous ne sommes pas les plus stupides des gens si nous maintenons ce concept? Alors analysons la République, prenez un bouquin, n'importe quoi, regardez comment ça fonctionne, regardez quel est le système, les élus, les représentants, regardez tout le système. Et demandez-vous si un enfant de 5 ans ne trouverait pas quelque chose de plus intelligent, tellement c'est stupide.